Bonjour et bienvenue à cette deuxième émission sur l'histoire de la Mésoamérique. Et aujourd'hui, on va se pencher sur les Mayas. Alors qu'assume tout de suite un premier préjugé, les Mayas, ce n'est pas un unique empire uni. Loin de là. Déjà, la civilisation maya est celle qui a perduré le plus longtemps en Mésoamérique, avec une existence de près de 3500 ans, de moins 2000 environ jusqu'au XVIe siècle. Le domaine maya, pour une population d'environ 7 à 11 millions d'habitants, occupe la large majorité du sud-est du Mexique actuel, et des portions des pays limitrophes comme le Belize, le Honduras et le Guatemala. Ce n'était pas un empire uniforme, mais une multitude d'entités politiques indépendantes n'ayant de commun que leur culture. Chacun de ces royaumes mayas disposait de sa cité qui agissait comme une capitale locale, un royaume maya pouvant varier de cette simple cité à une vaste région d'influence qui l'entourait. Chaque royaume était dirigé par un souverain absolu d'origine divine et appelé Ajao. Il gouvernait avec l'appui d'une classe noble divisée en maisons et rattachée par des liens de parenté. En fait, c'est Game of Thrones chez les Mayas. Eh bien, dans le fonctionnement politique, il y a des points communs. Les royaumes les plus puissants facilitent eux-mêmes l'ascension au pouvoir d'Ajao de royaumes plus petits placés sous leur contrôle politique, établissant donc des liens de vassalité entre royaumes. Les liens économiques ou de vassalité se faisaient et défaisaient rapidement. Toutes les relations politiques mayas étaient d'une extrême mobilité, en constant mouvement. Les États les plus puissants, en jouant de bonnes relations, pouvaient ainsi influer sur une large région, au-delà de leur domaine principal. Pour simplifier avec un petit comparatif proche en tête, il faut que la civilisation maya fonctionnait un peu comme la civilisation de la Grèce antique. Des multiples royaumes et États avec des conflits et alliances permanentes. Réunis sous une culture semblable et pourtant avec différents peuples ayant leurs petites particularités propres. Comme pour les Grecs, on avait les Grecs du Péloponnèse, les Macédoniens ou les Grecs d'Asie mineure. Eh bien, on a les Mayas yucatèques, les Tzotzil, le Chantal, les Kekchi et bien d'autres encore. Mais voyons du coup quelques exemples de cités. Parlons un peu de Tikal, cité maya emblématique, une des plus importantes et plus anciennes, et qui a servi de décor pour certains plans sur la planète Yavin de Star Wars. Si le site est occupé vers -1000, le gros des travaux de construction ne démarre vraiment que vers -400 ou -300. Au cours de son histoire, la cité va croître, devenir l'une des plus importantes de l'ère maya, avec une population estimée entre 40 000 et 90 000 personnes, voire plus de 120 000 à son apogée. Vers le milieu du 5e siècle, la cité de Tikal, qui a désormais la protection de la métropole de Teotihuacan, qui exerce plus ou moins un contrôle politique direct sur la cité, commence l'expansion de son domaine d'influence autour de la cité en elle-même. Avec l'aide de cette influence de Teotihuacan, Tikal va se forger un large domaine et favoriser même la mise en place d'États alliés. Grâce à Tikal servant sûrement de relais, l'influence de Teotihuacan va se propager à travers toute l'ère maya jusqu'au nord dans le Yucatan. Tout au sud, Caminaljuyu était un allié de poids pour Tikal et servait de lien dans sa région entre les Mayas des basses plaines et la lointaine Teotihuacan. Cette expansion d'influence ne se fit pas sans heurts ni opposants. Plus au nord, la redoutable Calakmul était une très vaste cité, capitale de l'état de Kaan, qui consolide également un domaine d'influence autour d'elle de plus en plus vaste. Disposant de vestiges impressionnants parmi les plus massifs du monde maya et relativement à l'écart du flux touristique, des études au lidar ont permis de traverser la jungle pour voir des vestiges non découverts. La superficie de Calakmul est gigantesque et de nombreux endroits pourraient être encore fouillés. Calakmul est probablement à l'origine de la défaite désastreuse de Tikal en 562 lors d'une guerre qualifiée de cosmique dans les écrits mayas. Car oui, les guerres entre les cités mayas étaient fréquentes, mais se concluaient rarement par des véritables conquêtes ou annexions. Il en découlait plutôt des changements politiques locaux, soit par la mise en place d'une dynastie plus favorable aux vainqueurs, soit par la mise en place de liens patrimoniaux.
En tout cas, la chute de Tikal, si elle ne disparut pas, la fit entrer dans une période sombre durant un siècle, faisant reculer largement son domaine d'influence, provoquant la chute de certains de ses États alliés, alors qu'au contraire, le domaine d'influence de Calakmul s'étendit, devenant ainsi la nouvelle superpuissance régionale qui atteint son apogée durant le 7e siècle. Les États ou cités mayas, quelle que soit leur taille, pouvaient donc grandir ou s'effondrer en l'espace de quelques années. Par exemple, le site très connu de Palenque, glorieuse cité bien que de taille modeste, alliée lointaine de Tikal et s'étant tenue loin de son opposition contre Calakmul, vit son apogée dans ses constructions les plus prestigieuses entre le 7e siècle et le début du 8e, avant d'entamer une phase de déclin où plus rien ne sera construit jusqu'à l'abandon soudain de la cité au 9e siècle. La chute des uns laissant la place à la croissance des autres. Durant toute l'histoire maya, c'est ainsi une succession de croissance et de chutes, de naissance de nouvelles cités et d'effondrements. On a toujours en tête quelques sites mayas, mais c'est loin de représenter la très grande complexité de la situation réelle. Ce sont des dizaines de sites archéologiques toujours visibles de nos jours, et la moindre carte plus ou moins exhaustive affiche pas moins de 70 cités mayas, et rien ne dit qu'il pourrait y en avoir encore d'autres cachés dans la jungle. Il est à noter tout de même la principale phase de déclin de l'histoire maya qui se situe à la fin de l'époque classique. Durant une période étalée principalement entre 800 et 1000, les cités mayas des basses terres du sud s'effondrent les unes après les autres. Si les raisons exactes de cette série de chutes restent encore discutées dans le milieu de l'archéologie, que ce soit des raisons sociopolitiques, des désastres écologiques ou une vague de famine, le fait est que les constructions s'arrêtent net, les écrits aussi, et les villes finissent par être simplement abandonnées sans être détruites. Cela touche les grands centres comme Tikal, Calakmul ou Copan et toutes les plus petites villes de cette région. Profitant de cette chute et donc des migrations de population, les cités des basses terres du nord dans le Yucatan vont connaître une brève mais intense croissance. Brève car elles aussi chuteront seulement 1 à 2 siècles plus tard. La forêt envahit alors les restes des cités, offrant les paysages que les archéologues découvriront au 19e siècle. Cette chute massive n'est pourtant pas la fin définitive du peuple de Maya. Des nouvelles cités continueront d'exister durant l'époque post-classique. Mais cette crise marque la frontière entre l'époque classique et l'époque post-classique. Parlons un petit peu combat avec les armes les plus utilisées par le guerrier des civilisations préhispaniques. On va surtout trouver la lance, des sortes d'épées en bois avec des lames d'obsidienne appelées macuahuitl, ainsi que le propulseur appelé atlatl, servant à allonger la portée du javelot ou autre arme de jet. Les guerres entre cités sont fréquentes, mais jamais jusqu'à l'extinction gratuite de toute une population. La guerre en Mésoamérique est souvent très ritualisée et des prisonniers ramenés pour être sacrifiés. À partir du Xe siècle, la tradition militariste excluait les attaques surprises ou la guerre préventive. Tout conflit était issu de longues tractations qu'après coup le vainqueur du conflit présentait comme l'ultime tentative de désamorçage d'une guerre forcée par l'agressivité de l'adversaire. Le potentiel militaire aussi a longtemps été surévalué. Les sociétés mésoaméricaines étaient loin de contenir massivement des guerriers. On estime la capacité militaire de l'Empire aztèque, par exemple, à seulement 20 000 soldats. Et tout de suite, une page de pub. Envie de voyage exotique? Avec Mexicatour, profitez d'un parcours touristique dans les grands sites mayas. Non, ça c'est pas Maya. Ou aztèques. Ça c'est pas aztèque. Donc ça c'est Maya. Mais il est chiant, lui. Visitez la célèbre cité de Palenque. Ah oui, ça c'est célèbre. Et du coup, pas touriste. Il était plutôt Calakmul. C'est beaucoup plus tranquille. Et historiquement, c'est quand même une cité qui était autrement plus puissante que n'était Palenque. Et tu vas nous lâcher, oui? C'est vous qui vouliez un consultant historique. Visitez la grande cité de Tikal. C'est aussi, oui. Mais pour un Mexicatour, Tikal est au Guatemala. Bon, on peut me virer ce zozo, là? Je dis ça pour vous. Venez voyager avec Mexicatour. C'est très bien, voilà. Et sinon, tu nous parles un peu de leur religion, Eric? Oui, si tu veux. Alors, le chamanisme, en fait, on va le trouver les Olmecs, et cela va évoluer vers une religion polythéiste animiste avec une caste prêtre et beaucoup de sacrifices et d'auto-sacrifices. Les chamans entraient en rapport avec les dieux et les forces essences de la nature, puis dans les sociétés plus hiérarchisées, par la caste des prêtres, voire du souverain lui-même.
Que ce soit par la danse, la transe, l'autosacrifice ou l'ingestion de produits psychotropes, le chaman avait accès au passé, à l'avenir, à la connaissance et aux lieux où se trouvaient les âmes des malades et des défunts. La religion était en Mésoamérique un fait culturel total et englobant. Les prêtres s'occupaient du culte, mais étaient aussi les gardiens de la connaissance, sont sûrement les inventeurs de l'écriture et du calendrier. Et c'était eux qui étaient le plus à même de décider quels jours étaient les plus favorables aux entreprises diverses. Ils observaient les astres pour définir le calendrier agricole, consignaient les événements pour faire la mémoire historique de chaque peuple et éduquaient enfants et élites jusqu'à transmettre l'art de gouverner l'État. Les prêtres étaient partout et étaient très proches du pouvoir, le souverain lui-même pouvant ponctuellement exercer fonctions et rituels sacerdotales. L'autosacrifice était fréquent pour les prêtres. En tout cas, cela signifiait le fait de donner volontairement de son sang. Et pas une simple goutte, il devait couler abondamment et être vu, ce qui pouvait être tout de même très dangereux selon l'effusion de sang provoquée. Les moyens étaient variés entre se percer le pénis, la langue, les oreilles, les genoux ou les coudes. Le souverain lui-même pouvait pratiquer l'autosacrifice, particulièrement lors du couronnement d'un nouveau roi. Le sacrifice d'individus était également régulier. Les clichés pour le coup s'appuient bel et bien sur une réalité culturelle. Les sacrifiés étaient généralement des prisonniers ou des esclaves, dont on ouvrait le flanc au couteau en silex ou obsidienne pour en extraire le cœur. Et c'était souvent l'objectif des conflits d'aller chercher des prisonniers à sacrifier. Mais ce n'était pas toujours le cas. Le sacrifice d'enfants aux divinités de la pluie a traversé l'histoire de la Mésoamérique, les découvertes archéologiques prouvant cela dit que les enfants souffraient de graves pathologies qui ne leur laissaient de toute façon que peu de chances de survie. Chez les Aztèques, le sacrifice de Tezcatlipoca était celui d'un jeune guerrier en bonne santé, choisi un an auparavant et qui durant toute une année était choyé, éduqué à la musique et au chant. Un mois avant son sacrifice, on lui donnait en mariage 4 très belles jeunes filles qu'il devait honorer tous les jours jusqu'à son sacrifice. Il participait à des célébrations partout en ville, les derniers jours avant son sacrifice, qui avaient lieu sur un petit temple isolé au milieu du lac, où on arrachait alors son cœur pour l'offrir au soleil. Et est-ce qu'il y avait du cannibalisme aussi? Eh bien, quant au cannibalisme, il était ponctuel dans le cadre de rituels de théophagie où l'on mange le corps de la divinité, le prisonnier sacrifié, comme souvent, étant habillé comme le dieu pour lequel il est sacrifié. Une source coloniale racontant le procédé d'un banquet rituel de marchand où la chair du prisonnier était consommée, mais c'était un tout petit morceau, tout juste salé et disposé sur du maïs. D'un point de vue cosmologique, l'univers était conçu comme une série de couches superposées, 13 niveaux célestes et 9 niveaux souterrains séparés par la terre des hommes. 13 et 9, deux nombres très importants chez les Mayas que l'on va retrouver dans le calendrier. Les divinités mayas étaient des êtres surnaturels, pouvant prendre diverses formes et aux manifestations divines innombrables. Moins rigide qu'un panthéon grec par exemple, il est compliqué du coup d'établir une description simple d'un panthéon maya. On pourra néanmoins citer Itzamna comme divinité céleste suprême, mais aussi le dieu soleil et son ancien jumeau dieu de Vénus, très important dans la royauté maya. Le dieu du maïs, le dieu de la pluie, le dieu de la mort, ou encore le dieu du sang et de la semence royale. Et bien sûr, peut-être le plus connu, le serpent à plumes Quetzalcoatl, prenant le nom chez les Mayas de Kukulkan, divinité représentée sur plusieurs pyramides lui étant dédiées. La musique et la danse étaient une composante majeure des rituels religieux en Mésoamérique. Du coup, à proximité des temples, on trouvait des établissements dédiés à apprendre à danser et à jouer de la musique. Les instruments les plus courants étant les maracas, tambour horizontal ou vertical, carapace de tortue, clochette, grelot, trompe longue, trompe faite dans des coquillages ou des flûtes. Par manque de sources historiques, on ne sait absolument pas à quoi pouvait ressembler la musique mésoaméricaine. Les musiques aztèques ou mayas jouées par des groupes folkloriques de nos jours ne sont que des inventions récentes. Voyons à présent le calendrier particulier en Mésoamérique et unique par rapport au reste du monde. Il se fonde sur le mélange d'un calendrier solaire de 365 jours et du calendrier lunaire de 260 jours. Ces deux cycles constituent une période de 18 980 jours, soit 52 ans, ce qui est appelé le siècle mésoaméricain. Le calendrier recommence alors avec les jours portant le même nom que 52 ans auparavant.
Les dates calendaires sont omniprésentes dans les bas-reliefs mésoaméricains, car elles peuvent aussi être associées à des personnalités ou divinités. Autour de l'image principale figureront un certain nombre de cercles pour indiquer un nombre. Les noms des jours et années seront par exemple couteau, lapin, roseau, maïs, nénuphar, jade, pluie, jaguar. Il y en a 20 différents, affublés d'un chiffre allant de 1 à 13, la semaine étant une treizaine. Les dates ressembleront alors par exemple à 1 mort de l'année 2 roseau ou 7 silex de l'année 12 singe. Et ce sont ces glyphes de jours et d'années que l'on retrouvera gravés. Comme si ce n'était pas assez compliqué, au début de l'ère chrétienne, un nouveau système calendaire fut inventé dans cette région, appelé calendrier à compte long, comptant le temps à partir d'une date mythique de -3114. Basé sur un système numérique en base 20, il établit 5 découpages principaux de temps depuis le Kin, durant un jour, jusqu'au Baktun, d'une durée de 144 000 jours, soit environ 394 ans. Le calendrier étant calculé jusqu'au 13e Baktun et se comptant en compte à rebours depuis la date de -3114, c'est ce calendrier maya qui s'achevait ainsi le 23 décembre 2012. La date ne désignait pour autant pas une quelconque fin du monde, mais la fin d'un super cycle de 13 Baktun, soit 5125 ans, d'autres dénominations temporelles mayas existant pour des périodes beaucoup plus vastes, toujours par multiples de 20, jusqu'à l'Alaotun d'une durée de 64 millions d'années. S'il y a bien un jeu d'une importance culturelle majeure dont il faut parler, c'est l'ulama, ou le jeu de paille. Il se pratiquait dans des lieux ouverts appelés Tlachtli, T-L-A-C-H-T-L-I. Tlachtli. Et ce jeu avait surtout un caractère sacré, avant que le côté sport en soit. Le terrain de jeu le plus ancien a été découvert à Paso de la Hamada et datant de vers -1600. Présent principalement dans l'ère du Mexique central, il se répandra également vers l'ère culturelle maya, en faisant le jeu rituel le plus important de toute la Mésoamérique. Les Tlachtli avaient une forme en I, délimitée par un petit muret, où étaient des constructions plus vastes avec de grands pans inclinés sur les côtés où la balle pouvait rebondir. La balle était en caoutchouc plein, pouvant faire jusqu'à 15 cm de diamètre et 4 kg, et les joueurs portaient des espèces de grosses ceintures qui servaient à frapper au niveau des hanches la balle, qui ne devait pas toucher le sol ni sortir du terrain de jeu. Les joueurs pouvaient porter tout un attirail, avec une genouillère à droite, un joug, un couvre-chef zoomorphe, et pour certains un protège-poignet, comme on peut le voir sur des peintures ou bas-reliefs. Selon la taille du terrain, le jeu pouvait aussi bien se jouer qu'à deux qu'en affrontement de deux vastes équipes. Sur certains terrains, plus tardifs, dotés d'anneaux de pierre sur les côtés, si un joueur d'une équipe arrivait à faire passer la balle dans le cercle, ce qui était rare, il faisait gagner immédiatement son équipe. Ha, c'est le vif d'or aztèque, quoi. Le jeu de balle est sacré et très sérieux. Le capitaine de l'équipe perdante est décapité. Ah ouais, ça rigole pas. Une ville pouvait posséder plusieurs Tlachtli. El Tajin, par exemple, en avait pas moins de 17. L'ulama étant avant tout un rituel avant un jeu, d'autres jeux avaient lieu dans les sociétés précolombiennes. Certains de ces jeux s'approchent de ce qu'on a dans les arts du cirque, comme faire tourner un tronc avec ses pieds, faire les acrobates, les présentations de bouffons chargés de blagues lourdes, expositions de nains, de bossus ou d'animaux féroces et exotiques. Il y avait des jeux sportifs comme la chasse, le tir à l'arc ou à la sarbacane, ou à l'atlatl, le propulseur maya. Des jeux de main proches de l'amour existaient, ou encore un jeu de plateau, le patoli, se jouant sur une natte avec des petites pierres et des haricots percés servant de dés. Arrêtons-nous là pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous verrons donc l'ascension des Aztèques, Ah bah quand même. mais aussi le renouveau des Mayas dans le Yucatan et l'arrêt brutal de cette période florissante du post-classique avec l'arrivée des conquistadors. Allez, salut, ciao!
Et Crix, on va. Regarde ici cette pierre de l'autre côté. Il me semble qu'il y a des glyphes mayas. T'as raison, t'as raison. Par contre, moi, le maya, je sais pas le lire. Hein. Alors moi non plus, mais j'ai un petit... de quoi traduire quelques griffes là. Alors, ça je pense que ça veut dire tortue. Ça doit être sable. Et La plage. peut-être. On va partir là-dessus. La plage. Mais la seule plage qui est proche d'ici, c'est la plage de Morillanos. C'est ça. Eh ben alors, let's go. Allez, voir. On y va. Qu'est-ce que tu fous, Nathan? Je regarde un tuto de Crash Bandicoot. Ok, c'est bon, j'ai compris. J'en ai marre de perdre contre Amelia. C'est bon, je sais comment la battre.